Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Tous, bienvenue sur Europe 1 et notre libre antenne 3921, notre numéro d'appel à composer dès à présent. La ligne est à vous, cette émission c'est la vôtre, c'est vous qui la faites. On parle de vous, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et on parle de vos relations, toutes vos relations affectives, familiales, professionnelles, amicales. Parlez-moi de ce qui vous plaît, vous émeut ou vous bouleverse. L'idée, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin, avec son paquet, comme ça, un samedi soir. Alors, si une question vous agite ou vous perturbe, on réfléchit ensemble, on débrouille l'histoire. Et puis, on trouve, allez savoir, peut-être une solution. Et puis, si vous êtes très 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 bien et que vous trouvez la vie belle, ne vous privez pas de nous appeler parce que finalement, tout est meilleur quand on partage. Alors, à mes côtés ce soir, Quentin, Corentin, inégalables de gentillesse au standard et qui vous attendent, merci à eux. Et merci à Andreas qui œuvre à la réalisation de cette émission. Donc, je résume, 3921 pour me rejoindre là tout de suite, maintenant à l'antenne. Autre moyen d'accès, vos SMS, 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Vous savez combien j'aime vos SMS parce que j'ai vos réactions à chaud. Enfin, dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et on commence avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Écoutez, je vous appelle ce soir parce que moi, je suis dans un grand questionnement par rapport à une relation affective que j'entretiens avec un homme depuis quasiment 18 mois. Oui, 1 an et demi voilà. À peu près, c'est ça, oui. Voilà, quasiment 1 an et demi. J'ai 36 ans, j'ai 2 enfants. J'ai eu une vie de couple derrière moi qui a duré une dizaine d'années. Je me suis séparée du papa de mes enfants il y a quasiment 2 ans également. D'accord. Voilà. Mais donc, en fait, vous avez rencontré cet autre homme 6 mois après. Non, un peu plus que ça, je dirais 8-10 mois. Enfin, oui, ça joue à quelques mois près, mais ça doit être à peu près ça. Voilà. C'est une relation qui a commencé peut-être un peu sur... en fait, voilà, j'ai quitté le père de mes enfants déjà parce que c'était une relation qui était très compliquée depuis un bon nombre d'années maintenant. Et qui me posait question déjà à l'époque. Et j'avais mis plusieurs années à faire le choix de finalement partir. Pourquoi vous êtes partie, si vous deviez me résumer ? Oui, pourquoi je suis partie ? En fait, parce que c'est un homme en fait qui est extrêmement à la fois qui peut paraître comme très rassurant parce que très constant, mais derrière cette constance, on peut y voir aussi beaucoup de rigidité. Ah d'accord, oui. Voilà. Donc avec une personnalité qui se révèle finalement plus pathologique que normale. Voilà, dans un excès de rigidité qui faisait que la vie de couple passait totalement à l'as, là où lui, sa vie professionnelle était vraiment, comment je peux dire ça, sa suppléance, voilà. Et donc ça devenait, voilà, donc j'ai mis plusieurs années à comprendre. Comment vous vous étiez rencontrés d'abord ? On s'était rencontrés sur un lieu de vacances, voilà. Oui, et donc ça avait été une belle histoire au début. Je sais pas si je dirais ça. Ça a été une histoire rassurante. Bon, d'accord. On a tous ces raisons. Celle-là en est une bonne.
Voilà, c'était une histoire rassurante. Moi, j'étais pas si vieille que ça. Lui m'avait semblé, de par sa régularité et sa constance, quelqu'un mais qui l'est d'ailleurs au demeurant, très fiable, très constant, très régulier. Mais un Et peu donc psychorigide. voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec un autre œil et un œil plus avisé, je passerai le cran au-dessus. Bon. Mais voilà, pour le commun des mortels, on peut dire psychorigide. Exactement. Mais à l'époque, je voyais plus sa régularité que sa rigidité. Ouais. Donc vous prenez la décision de vous séparer. Ça se passe de façon conflictuelle ou ça se passe Très bien? conflictuelle, Ouais. très très conflictuelle. J'ai mis pourtant pendant plusieurs années, je l'ai alerté, je lui ai fait comprendre que sa vie professionnelle était très importante, que je l'entendais, mais qu'elle ne pouvait pas prendre tout le champ non plus. Que notre vie familiale, des petites bulles de vie familiale comme ça, des capsules de vie familiale faisaient complètement l'impasse, prenaient tout le champ et réduisaient à peau de chagrin une vie de couple qui était quasiment inexistante. Ouais. Vie de couple. Qu'est-ce que vous entendez par vie de couple? Tous les deux? Oui, c'est ça. Donc en fait, il y avait que les enfants qui comptaient, l'aspect familial, et puis rien entre vous et lui. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'une vie sociale était totalement inexistante. En 10 ans, je ne sais pas si nous sommes sortis au cinéma 3 fois et 2 fois au restaurant, je pense que je peux le compter sur les 5 doigts de la main. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non. Donc tous les soirs à la maison et en vacances. Alors comment ça se passait? En vacances, eh bien là aussi, je pense que les enfants faisaient pour lui écran, lui permettaient en fait d'éviter toute vie de couple. Oui. La famille, c'était son credo, c'était ce qui permettait, à mon avis, de parler d'autre chose. Oui. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, finalement, vous avez rencontré un autre homme et vous êtes très investi, vous me dites, depuis 1 an et demi. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Eh bien, en fait, alors, pour être tout à fait complète et peut-être comprendre davantage les tenants et les aboutissants, c'est que au bout de 10 ans d'histoire avec le père de mes enfants, j'avais retourné dans tous les sens la situation, en vraiment me mettant moi responsable, en tenant responsable, parce que c'était un peu la position dans laquelle il me mettait, et j'avais l'impression en fait de moisir de l'intérieur. J'avais l'impression de me transformer en Madame Bovary. Ouais. Et j'étais pas si vieille que ça. Je suis pas non plus. Et il y a eu quand même J'ai bien entendu 36 ans tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Et vous me dites que vous n'êtes pas si jeune que ça. Bon, d'accord, je l'entends. Donc, je trouvais que je me transformais vraiment en Madame Bovary. Il fallait vraiment ouvrir les fenêtres. J'étais en train de pourrir de l'intérieur. Mais il m'a fallu quand même plusieurs années pour oser sortir de cette relation. Et je l'ai fait parce que au bout d'un moment, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Oui. Non pas, je crois, avec l'envie vraiment de rencontrer quelqu'un. Je crois que j'avais juste besoin d'être regardée, d'être tester désirée. votre potentiel de séduction. Exactement, qui était totalement réduit à néant à ce moment-là. D'accord. Et puis... Enfin, c'est ce que vous dites, hein. Oui, c'est l'impression que j'en avais. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Et il se trouve en fait que, contre toute attente, puisque j'en étais la première étonnée, bien évidemment, puisque j'étais réduite à 0 d'un niveau de narcissisme, j'ai rencontré quelqu'un. Vous voyez comment on se fait des idées? Oui, c'est ça. Bon, j'avais quand même dans l'idée que c'était aussi beaucoup dû au fait que pendant
un bon nombre d'années, j'avais été réduit un peu à néant. Enfin, voilà. Mais bref, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de créer suffisamment d'impulsion chez moi pour me rendre compte que c'était vraiment plus possible et que c'était vrai et que c'était pas seulement dû à moi, mais qu'il y avait une part chez cet homme-là qui était irréductiblement pathologique et que j'aurais beau lui prendre les choses dans tous les sens comme j'ai pu le faire. Voilà. Ça ne s'arrangerait pas. En fait, vous êtes arrivé à la conclusion que poursuivre avec lui, ça allait ressembler à tout ce que vous aviez déjà vécu, mais en pire. Exactement. En tout cas, je ne sais pas si c'était en pire, mais en tout cas pas en moins bien. Ce serait toujours le même schéma, sous toutes les formes. Bon. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné cette impulsion, qui m'a renarcissisée, qui m'a redonné qui m'a fait croire en l'idée que ça pouvait quand même être mieux ailleurs et qu'un ailleurs et qu'un futur était possible. Je dis bien l'impulsion parce que c'est une histoire qui a été à la fois très passionnelle et fusionnelle, mais qui a été finalement de très courte durée. Enfin, très courte puisque ça n'a duré que 8 mois. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que ça a été, je pense, très très fort des deux côtés et que l'autre en face, lui, n'était autant appréciait cette fulgurance de la relation, mais il tenait pas la distance. C'est ça. Voilà, d'accord. Quand il a fallu, il arrivait à un moment dans la relation où se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Oui. Et là, la réponse fut rien. C'est ça. Il n'a pas été capable de soutenir ça. Ça lui appartient. Un moment où moi j'étais en plus en difficulté, j'ai eu des difficultés de santé à ce moment-là. Ouais, en plus voilà. Ça va toujours avec. C'est ça. Cet homme-là n'a pas été capable de soutenir tout ça. Donc ça s'est arrêté d'une façon extrêmement violente avec cet homme-là du jour au lendemain. Moi, j'ai été plongée dans un profond effroi et sidération, puisque je pense qu'on peut dire de moi que je suis plutôt entière, mais aussi raisonnée, et que quand je m'engage, je m'engage. Enfin, ça a dû être un choc en même temps. Ça a été un très très gros choc. Aujourd'hui, là, je peux en parler avec distance. Oui, mais sur le moment, ça a été compliqué. Si vous étiez en plus avec des soucis de santé, un homme qui vous ramène à la vie. Moi, je le traduis comme ça. Vous dites complètement. Voilà. Il m'a remis les 2 doigts dans la prise de la vie. Oui, c'est ça. Voilà. Il vous rend vivant. Il vous rend vivante à nouveau. D'un seul coup, il disparaît alors que vous êtes prête à tout donner. C'est un choc. Ouais. C'est extrêmement violent. Là, j'en parle très calmement, mais ça a été d'une violence, d'autant plus qu'il m'a quitté la veille de mon opération. Une opération sympa, qui n'est pas, qui est certes rattrapable, mais qui est une opération féminine pour quelque chose d'assez important. Oui. Donc en plus, voilà, tout s'effondre. Le corps s'effondre, tout, l'ensemble, voilà. Ouais. Ça a été une période dure, Marie. Oui, ça a été une période très dure. Mais heureusement pour moi, j'ai une très bonne capacité de rebond. J'ai l'impression surtout que vous avez, contrairement à ce que vous dites, une force de vie mais chevillée là. Oui, c'est ça. J'ai une force de vie qui me caractérise depuis ma naissance puisque je suis née préma. Oui. Et de ce qu'on peut me dire de ma naissance et de la périnatalité, les infirmières disaient qu'elle n'avait jamais vu un si petit bout tirer autant sur sa tétine de biberon. Voilà, donc je trouve que ça synthétise assez bien. Ouais, voilà. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez, vous. Et c'est bien. Oui, il y a cette identification là à cette force de vie et que je peux même dans les moments compliqués, effectivement, aller. Je peux toujours aller piocher là-dedans. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que... Voilà, donc ça c'est important. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 mois,
après cette rupture et cette convalescence physique, je ressemblais plus à rien. Je, J'étais dans un espèce de coma psychique et physique. Et en fait, un truc aussi bête que ça, j'ai voulu aller vérifier si cet homme qui m'avait quitté s'était réinscrit. Était retourné sur le site. Un truc assez bateau dont je ris aujourd'hui. Et en fait, voilà. Mais une inscription sur un site, ça dure un minimum de temps. Donc, en fait, j'ai reçu un certain nombre de sollicitations. Et un jour, il y a des profils qui sont arrivés jusqu'à moi, puisque ça se passe comme ça. Et finalement, est arrivé un profil sur le mien qui m'a plu. J'ai décidé d'essayer. Non pas parce que je cherchais quelqu'un, mais je crois que j'avais pas grand chose à ce moment-là. Enfin, à la fois j'avais beaucoup de choses parce que en parallèle j'ai mené durant ce temps de séparation, j'ai repris mes études. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'éléments. Mais en même temps, j'avais changé de région, j'avais changé de département, donc j'avais perdu beaucoup de mes copines. Enfin, en tout cas, elles sont là, mais elles étaient loin. Enfin bon, j'avais assez de copines. C'était une vraie période de transit, de métamorphose, de bouleversement, de transition. Oui, complètement. J'ai pour habitude de dire que je suis en totale rénovation. Voilà. Moi, je dirais plutôt une renaissance. Certainement. Pour le moment, j'ai du mal encore un peu à la sentir, mais ça arrivera sûrement à ça. Mais je suis encore sur le chemin de. Bon, voilà. Alors, donc vous avez. Mais pour en revenir au fait, voilà. Donc ce profil qui vous intéresse et vous décidez finalement de donner une chance à ce qui pourrait être une histoire. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ce que je fais, c'est que je le contacte. En plus, j'avais créé un profil qui n'était pas le mien. Enfin bon. Et donc, je lui écris en lui disant que ce profil n'est pas le mien, ni la photo, ni quoi que ce soit. Mais que j'étais ouverte à l'idée, si ça l'intéressait malgré tout, à lui donner des informations qui étaient justes. Il en a souri, on s'est contacté, on s'est rappelé le lendemain, on a eu un très bon contact téléphonique. Puis, en fait, on a décidé tous les deux de se voir très rapidement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Quand on est sur un site, c'est le mieux à faire. Je pense que vous avez raison. Ça sert à rien pendant des mois et des mois de chatter. Ça donne pas grand-chose. Alors, petite question de Monica. Vos enfants sont restés avec vous ? Oui. J'avais demandé à ce que mes enfants, avoir la garde de mes enfants. D'accord. Le père s'en occupe pas juste comme ça ? Oui, le père s'en occupe de façon plus ou moins irrégulière, mais sur une certaine régularité, une régularité qui lui appartient, on dira ça. Mais le père est toujours présent. Bon, il n'y a pas d'absence complète du père. Il est toujours investi à sa façon. Oui, comme il sait faire. Mais il est là. Bon. Il existe. Donc vous voyez avec, on va dire, le nouvel élu. Exactement. On se voit le jour même de notre. On s'est eu la veille en ligne. On a décidé de s'appeler dès le lendemain. On a eu un échange téléphonique qui était sympathique. On a décidé de se voir l'après-midi même. Nos agendas correspondaient. Et puis moi, de toute façon, j'étais en demi-teinte. Je cherchais rien de particulier. Cet homme-là est plus âgé que moi, il était séduisant, mais bon, voilà, j'étais encore dans mon histoire précédente. Je crois que j'avais juste besoin de... Donc vous y allez, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Exactement, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas d'enjeu pour moi quand je le rencontre. Okay. Et puis nous décidons quand même, malgré tout, enfin le contact se passe bien et on décide de continuer. On n'habite pas très 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 loin de l'un de l'autre, donc on décide de continuer à se rappeler. Lui très rapidement me dit qu'il est en relation avec une autre femme. Je lui dis mais pas de problème, de toute façon, so what, pas de problème. Il n'y avait pas de relation encore à l'époque entre vous? Non, voilà, c'était simplement des échanges téléphoniques qui envoyaient une fois par semaine autour d'un verre ou d'un café. Voilà, on papotait. Et puis très rapidement, lui me dit, ça y est, j'ai arrêté cette autre relation téléphonique. Je me rends compte que les liens avec toi sont, voilà, ça s'est créé comme ça. Et peut-être au bout d'un mois, la relation a vraiment débuté. Oui. Mais
Mais je le sentais aussi parce que j'ai quand même des antennes et je le sentais quand même, bon, peut-être aussi dans ses histoires précédentes, je sentais qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas réglées de son côté, mais Oui, c'est-à-dire que vous étiez peut-être tous les deux à peu près dans le même état d'esprit. oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu l'impression que lui s'était saisi de cette rencontre un peu pour essayer de cicatriser quelque chose qui ne l'était pas et vice-versa. Bon, alors qu'est-ce qui se passe à partir de là, au bout d'un Alors, mois? Oui, au bout d'un mois, finalement, on commence une relation assez classique. Et puis ça se passe bien. Enfin voilà. Il manque, par contre, il a toujours manqué la dimension un peu nouveauté de la relation, un peu fofolle, un peu plaisir, Bah un oui, parce peu. que ce que vous me racontez là, ça me paraît bien plan-plan. C'est ça, c'est complètement ça. Ça, On vous s'est voyez, rencontrés hein, sur beaucoup de rationnel. oui, pardon pour cette expression, mais c'est quand même très plan-plan tout ça. C'est-à-dire que vous voyez, ni l'un ni l'autre en fait. Bon bah vous y allez un peu du bout des doigts et puis des cafés, des verres. Il a quelqu'un d'autre, voilà, qu'il voit aussi. Et puis au bout d'un mois, il revient vers vous en vous disant finalement c'est toi qui me plairais le plus, qui me plairait, hein, conditionnel. Oui. Pourquoi pas, on pourrait essayer. Et à partir de là, ça part et on dirait qu'il manque l'étincelle. C'est complètement ça. C'est totalement ça. Et je l'ai très très bien repéré. C'est pas quelque chose qui m'est passé. Mais en fait, moi, je voulais pas y croire à l'étincelle parce que j'avais vécu le feu follet Voilà, quelques mois auparavant. vous ne vouliez pas la braise. Et en fait, je me disais finalement, est-ce que ça vaut le coup la braise? Est-ce que la relation, c'est vraiment la braise? Est-ce que quelque chose de peut-être un peu plus tempéré pourra me mener plus loin? Voilà. Donc moi aussi, je n'ai rien fait pour que la braise prenne. Je pense que de son côté, lui non plus, compte tenu de ses histoires précédentes. Et en même temps, vraiment dans un lien très attaché à l'autre. Voilà, Mais c'est un ça. peu comme des amis qui partageaient des moments d'intimité. Ouais, mais j'ai l'impression que vous me racontez une histoire où vous auriez tous les deux 84 ans. C'est ça. C'est complètement ça. Alors, dans ces cas-là, oui. qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, c'est que ça fait 1 an et demi maintenant que ça dure. On est passé par plusieurs étapes. Moi, l'année dernière, j'étais très, très occupée par ma fin de reprise d'études. Donc, le fait qu'on se voit comme ça, en demi-teinte, sans que personne ne le sache, ça convenait un peu à tout le monde. Et puis, il est arrivé un moment, cet été, le moment de l'été, où moi, mes études ont pris fin. Enfin, j'ai clos le truc. Et puis, s'est posé la question, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça faisait 1 an qu'on se côtoyait. Il y a comme ça des dates un peu anniversaires dans la relation. Et alors, qu'est-ce que vous décidez? Et alors moi, je lui dis que c'est très bien, c'est très sympa, mais que ça commence un peu à être étriqué, cette relation, et que ça avait besoin d'oxygène. Vous l'aviez présenté, vous, à vos enfants? Pas encore. Oui. Pas encore parce que j'étais aussi très méfiante et que je tenais à préserver mes enfants et que je ne voulais pas le mettre en contact avec une kyrielle d'hommes. Et puis cet été, en fait, nous avons décidé de séjourner l'un à côté de l'autre, pas très loin. Oui. Et durant nos vacances respectives, il a rencontré mes enfants. Oui. Bon. Ça s'est extrêmement bien passé. D'accord, ça c'est déjà ça. Oui, il a été aussi formidable que ce que je pouvais imaginer de lui en tant que, dans cette situation-là. Il s'est monté très prévenant, très gentil, mais toujours en retrait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un homme qui reste à la porte de chez moi. Il me dit tes enfants sont adorables, j'ai rien à dire, ils sont mignons, je suis très attachée à toi. Mais de mon côté, lui-même a des enfants beaucoup plus grands puisqu'on a une différence d'âge importante. Et moi, j'ai l'impression surtout que vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas du tout envie de s'investir. C'est ça. C'est ça. C'est totalement ça. Et alors, écoutez, vous êtes dans une relation. Bon, ça pourrait presque être un ami, vous l'avez dit vous-même. Oui.
Vous êtes très jeune, vous avez 36 ans. Vous êtes très très jeune. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Vous n'allez pas finalement. C'est un bien qu'il ne veuille pas s'investir. Vous n'allez pas perdurer dans une relation qui ne vous épanouit pas tant que ça. Pourquoi faire? À quoi ça sert? J'en arrive au même constat que vous quand je suis entre moi et moi, et en même temps dans la difficulté de mettre un terme à ça, parce que je me pose sans arrêt la question. C'est quelqu'un qui me dit je peux pas aller plus loin, je ne peux pas. Entends-le, et en même temps qui revient sans arrêt malgré tout. Oui. Alors, Jeanne nous dit que de prudence face à des risques hypothétiques. Pourquoi ce manque d'engagement? Vivez, voilà. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de très passionnel. Vous avez besoin de la magie. Il y a rien de tout ça là aujourd'hui. Bon, alors c'est vrai, vous êtes attaché. Quand on est attaché, on n'est pas libre. c'est une façon de penser. Mais en même temps, pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas de continuer à rencontrer d'autres personnes? J'ai tenté le coup une fois, pour tout, et j'avais l'impression d'avoir du sang sur les mains. Ah oui, vous vous sentez coupable? Ah, mais horriblement coupable. C'est une horreur. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à papillonner. Bah, écoutez, c'est tant mieux, c'est tout à votre honneur, mais peut-être que vous devriez mettre un terme à cette relation très doucement, en chuintant, de façon à ce que ça ne vous fasse pas trop de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut pas durer. Ça peut pas durer, Marie, parce que de toute façon, ça ne vous rend pas heureuse. Lui vous dit qu'il ne veut pas aller plus loin. Vous y êtes attaché, mais finalement, vous n'y croyez pas. Ben non, c'est difficile de croire en quelqu'un qui vous dit je peux pas, je veux pas. Voilà. Donc finalement, il a résumé la situation. Vous êtes sur une voie sans issue. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Il n'y a pas 36 solutions, hein. La solution, oui, elle m'apparaît assez claire. Ce qui me questionne, c'est que fait-il à revenir? Parce qu'il est comme vous, il est attaché, et puis pour l'instant il est bien comme ça. Tant qu'à faire de ne pas s'investir. Et je pense qu'en fait, vous dites qu'il a une différence d'âge avec vous, je pense qu'il n'a plus du tout envie de s'investir. Alors pour toujours, je ne sais pas, mais en tout cas pour un grand moment. Donc lui, vous lui convenez très bien, tant que vous acceptez. Ah oui, c'est confortable. Bien sûr, c'est confortable. Et il ne va pas vous laisser. Donc ça viendra de vous. Ça ne peut venir que de vous. Lui, il est très bien comme ça. Ouais. Il n'en fera pas plus. Et puis, si vous marchez, il va continuer. Si vous arrêtez, d'ailleurs, je vais vous dire, hein, c'est seulement si vous arrêtez que vous avez une toute petite chance qu'il puisse éventuellement changer d'avis. Mais sinon, il n'y a aucune raison. Oui. Il va rester comme ça, dans le même cas de figure, qui est ma foi, des bonnes charentaises. Et puis, pourquoi s'en faire? Oui, c'est tout à fait comme ça que je vois la situation. Oui, attendez, ça vous fait rêver, vous? Pas trop, hein. Bon, alors, je crois que vous avez la réponse à votre question, Marie. Et je vais vous dire, plus vite vous réagirez, et plus vite vous serez, comme vous dites, avec cette capacité de rebond, apte à rencontrer quelqu'un d'autre qui vous fera vivre avec un tout petit peu plus d'intensité. J'ai l'impression que ça sera pas dur. Un peu plus d'intensité, non, ce sera pas dur. Bon, alors, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour décider que la vie ressemble à ça. Oui, c'est probablement je pense que ce qui me fait défaut, c'est l'idée que je puisse avoir du fait que, de par mes histoires, même si elles n'ont pas été si nombreuses que ça, précédentes, qui me font penser que... Voilà, je pense que vous avez envie de poser vos pénates et de vivre quelque chose de bien. Mais là, ce n'est pas bien. Donc, on arrête. Voilà. C'est pas bien et ça vous mènera nulle part. Maintenant, encore une fois, je suis catégorique, un peu tranchée, mais je ne fais que suggérer. Vous savez bien que c'est à vous qu'il appartient de prendre la décision. Mais je crois que vous avez déjà la réponse à votre question. Oui. Simplement, peut-être vous aviez besoin d'entendre. C'est ça. Et je vous dis, c'est aussi ce qui me questionnait. Et je crois que j'avais besoin de faire le tour de ça avant de
de trancher parce que je sens bien qu'effectivement la réponse viendra de moi. Attendez, vous êtes heureuse comme ça? Non, bon, clairement non. Voilà. Bon, je pense que vous avez le droit à un peu plus de bonheur que ça. Oui, probablement. Je vous souhaite bonne chance, Marie. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Parisienne Christophe Mahé sur Europe 1. Europe 1. Caroline Veil. Et on continue avec Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Caroline. Alors vous nous appelez, je crois que vous êtes dans une situation familiale un peu compliquée et assez inextricable, dites-vous. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je sais pas si c'est pas toujours évident de commencer comme ça, mais voilà, je suis avec ma mère actuellement et ma sœur, donc depuis 9 ans dans une région, donc j'ai déménagé de la région parisienne. Et auparavant, mon père s'est supprimé en décembre 97. Oui, 97. Moi, voilà. Ouais. Donc ça fait à peu près, ça fait 20 ans. Une vingtaine d'années. Oui. Et donc ma sœur a demandé sa mutation. Oui. Donc ce qui fait que moi je suis arrivée avec ma sœur, ma mère et donc toutes les trois ici en Bretagne. Ici. En Bretagne, pardon. Ouais. Oui. Voilà. Donc on n'allait pas laisser notre maman toute seule, vu que mon père s'était supprimé et qu'elle vivait toujours avec lui. Oui. Voilà. Donc, on avait déjà un appartement depuis 1 an à côté de chez nos parents. D'accord. Et on avait un petit peu de liberté, si vous voulez, parce qu'on a toujours été très couvés. Bon, nos parents un peu compliqués, chacun a leur personnalité, c'est compliqué également. Donc, on se sentait tout le temps coupable, si vous voulez. Donc, on n'a jamais vraiment bougé. On n'a jamais été vraiment trop loin d'eux, en fait. Oui, c'est-à-dire que vous habitiez dans un appartement, vous et votre sœur, pas très loin de chez vos parents. Oui, ça faisait plus de 26 ans qu'on était donc on habitait chez nos parents. Et mon père était tombé malade avant, en 83, il avait une rupture d'anévrisme. Attendez, on va faire un tout petit peu plus simple, Michel, si vous êtes d'accord. Vous aviez quel âge à peu près quand votre père décide de supprimer 31. Vous aviez 31 ans. Et à ce moment-là, vous viviez avec votre sœur, c'est ça, voilà, dans un appartement pas très loin de chez vos parents. Donc, ni elle, ni vous n'étiez dans une relation, ne viviez de façon indépendante. Voilà. Vous travailliez, vous, Michel, à l'époque? Oui, enfin, à l'époque, je faisais de l'intérim. Oui. Et aujourd'hui? Plus rien, non, je ne travaille plus. Vous ne travaillez plus, d'accord. Vous avez arrêté? Parce que j'ai pris beaucoup de poids, je faisais de l'intérim. Ça marchait très bien, mais j'ai pris beaucoup de poids et suite à au décès de mon père, ça n'a pas été. Après, après je sais pas si c'est moi, mais on n'a plus trop donné de contrat, si vous voulez. Donc, d'accord. Je suppose que c'est par rapport à mon poids. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui l'imagine, mais voilà. Donc suite à ça, je suis restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais j'ai essayé de travailler sur Internet, de trouver du travail sur Internet. Je n'ai pas vraiment eu de contrat sérieux. Donc ma sœur est la seule à travailler à la maison pour l'instant, et ma maman toujours avec nous. Cependant, très récemment, j'ai réalisé que finalement la culpabilité, j'en avais un petit peu assez. Je commence à maigrir et je me suis dit ça suffit. Oui, je me suis dit ça suffit. J'ai décidé. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et ce qui fait que ma maman n'a pas compris. Si vous voulez, elle n'a pas compris. Et ce qui a déclenché cette réaction, c'est le fait d'avoir décidé de chercher une maison, de faire un achat immobilier, si vous voulez. Oui, d'acheter une maison. D'acheter une maison que vous seriez toutes les trois? En fait, oui, mais on a visité cette maison qui finalement est assez loin d'ici. Oui. Et donc, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment la nature, un peu isolée, si vous voulez. C'est assez isolé, mais c'est vraiment très beau. Et nous, ma sœur et moi, nous aimons beaucoup la nature, les animaux. On se retrouve un petit peu au calme. Et ma mère, en fait, a peur de s'ennuyer. Donc, elle a décidé de ne pas nous suivre. Alors, c'est de là qu'a commencé, en fait, le conflit. Et sont ressortis plusieurs d'anciens
des choses qui sont Dans un ressorties. grief, Voilà, tout à fait. Voilà, donc finalement, vous décidez, en fait, vous avez envie de bouger, vous et votre sœur, et votre mère n'est pas du tout d'accord de bouger, elle se trouve très bien là où elle est. Oui, mais alors ça a évolué depuis donc 2 jours. Il y a eu vraiment un conflit assez difficile. Ma sœur et moi, nous sommes allés voir un psychiatre, on en a parlé, et elle nous a dit oui, c'est sûr que là, si vous vous sentez déjà, vous êtes sorti de votre culpabilité, il faut continuer, il faut tenir bon, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Petite question, Michel. Oui. Vous êtes allé voir un psychiatre, votre sœur et vous, mais pour qui? En fait, pour parler de ma maman, parce qu'on était dans une situation trop difficile, et on s'est dit on va en parler, mais on la connaissait déjà. Oui, mais votre mère, dans quel état est-elle? Alors aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, elle n'est pas... Elle paraît un peu plus soulagée parce que mon autre sœur, qui a un autre caractère que moi, donc a accepté, elle a un petit peu craqué si vous voulez, parce que elle a changé d'attitude du jour au lendemain en disant je suis d'accord, finalement je vais vous aider à déménager. Bon, d'accord, donc elle viendra avec vous. Oui, mais ma sœur ne veut pas en fait. Moi je ne veux pas, pardon. Moi je ne veux pas du tout. Vous ne voulez pas. Vous voudriez bouger seule. Je veux mon indépendance, voilà. D'accord. Vous voudriez bouger seule avec votre sœur ou toute seule. Non, avec ma sœur. Parce qu'on s'entend très bien. On a juste 3 ans de différence et on a chacune notre liberté. Il n'y a pas de souci, vous voyez, de ce côté-là. Mais on s'entend très bien. On est en symbiose toutes les deux depuis des années. On partage pas mal de choses. Bon, et vivre vous toute seule de votre côté, ça ne vous tente pas? En fait. Pas pour le moment. Non. Vous ne vous en sentez pas capable? Vous avez peur de l'affronter? Non, je pense pas. Non, c'est la situation se présente comme ça. En plus, je vous dis, on a un projet toutes les deux. Bon, donc vous voulez partir avec votre sœur. Ok. Voilà, et votre maman, vous en faites quoi? Alors, ma maman, on s'est dit, en attendant que j'ai mon permis de conduire, parce que je ne l'ai pas, il y a qu'elle qui conduit. C'est un peu particulier la situation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent être dans ma situation. C'est assez rare de voir deux filles avec leur mère parce que ma maman a 80 ans, donc, même si elle ne les paraît pas. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc elle conduit et pas vous. Voilà. Donc moi, je compte passer mon permis de conduire. Oui, c'est une bonne idée. C'est elle qui conduit. On s'est dit, je ne veux pas que ma sœur arrive en retard à son travail, donc ce qui fait que elle prendra un appartement. Donc, qui se rapproche du travail de ma sœur. En attendant, ça lui donnerait l'occasion de rester en ville. En attendant que ma sœur passe le permis de conduire, et ensuite, donc ma sœur me rejoindrait et ma mère conserverait son appartement. Quel âge a votre sœur? 52. 52. Et vous, à peu près? J'ai 49 ans. 49 ans. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée que vous passiez, j'ai envie de dire, toutes les deux votre permis de conduire. Oui, on va le passer toutes les deux. Parce que vous savez, c'est très symbolique le permis de conduire. C'est pas un détail, je le mets pas de côté du tout. Permis de conduire, ça veut dire conduire. Conduire quoi? Quand on conduit, on se dirige et on dirige sa vie. Or j'ai l'impression que vous êtes quand même très sous la coupe de votre maman qui a 80 ans, pardon, et qui elle conduit. C'est ça, tout à fait. Ouais. Mais moi, je veux que ça change. Je ne veux pas, moi, personnellement, ma sœur est plus tolérante que moi, mais moi, je ne veux pas. Ce que ne comprend pas ma mère, c'est que moi, je veux mon indépendance. Elle ne comprend pas. Elle me dit, mais pourquoi vous ne voulez plus de moi? Oui, depuis 20 ans. Voilà, on a des animaux. Donc, elle me dit, vous allez me retirer les animaux. Et elle s'est mise dans un état pas possible depuis 2 jours ou 3 jours. Mais vous voyez, on a dû appeler parce qu'elle a disparu de 11h du matin jusqu'à 18h, on n'a pas donné de nouvelles, ce qui fait qu'on a ameuté les pompiers, la gendarmerie, si vous voulez être discret, c'est même pas la peine, donc les pompiers et la gendarmerie, ensuite un médecin est venu parce qu'au final elle est rentrée toute seule, parce que mon frère aîné, ma sœur aînée qui sont sur Paris l'ont contactée, ils ont réussi à la voir. Il y a 2 autres qui, eux, vivent leur vie. Eux, ils sont libérés, on va dire, depuis pas mal d'années, ils sont partis bien avant nous. Ils ont leur... Ouais. Et comment se fait-il que vous soyez laissés enfermés dans cette situation? En fait, on est les 2 dernières. Donc, je pense que on est les 2 seuls à être restés avec nos parents et on s'est sentis, je pense, coupables. Du suicide? Oui, du suicide, exactement. En plus, il n'a pas été très... c'est pas très bien non plus parce que pour nous, on s'est sentis... il a fait un courrier, si vous voulez, que ma sœur a trouvé dans la poche, pas moi, mais ma sœur, dans sa poche, quand il est
qui est parti de l'autre côté. Donc, ça plus c'était à Noël, la veille de Noël. Il a écrit qu'on était deux sottes et que ma mère n'avait pas suggéré, qu'elle n'avait pas été clairvoyante, un tas de reproches. Bon, C'est en d'accord. colère, quoi. Bon, si finalement il émet un jugement avec lequel vous restez. Voilà. Pour avoir une mainmise en fait sur nous, je pense, parce qu'il avait déjà prévu de se supprimer depuis plusieurs années, mais je ne pensais pas. On pensait Qu'est-ce pas qu'il que allait font le faire. votre frère et votre sœur aînée? C'est-à-dire, Oui, vous m'avez dit j'ai par rapport à nous. Oui. En fait, maintenant ils savent que donc on veut. Oui, que vous voulez partir. Voilà, quelle est leur réaction? Ils nous encouragent. Ils Ils vous nous encouragent encouragent. parce que, ils sont contents parce que justement, ma sœur aînée est très très heureuse de l'apprendre. Je pense que ça la soulage aussi parce que ça n'a pas été facile pour elle non plus. Pour mon frère et ma sœur. Ils ont fait une famille de leur côté? Oui. Ouais. Mon frère, oui, il a sa vie. Ma sœur s'est mariée et elle a un enfant. D'accord. Et nous, rien. Ben oui, bon, mais il n'est pas trop tard, hein. Et puis vous êtes sur la bonne voie. Vous avez dit que vous étiez gêné parce que vous avez pris du poids, vous avez envie de le perdre. Enfin, vous avez commencé à le perdre. Oui. On voit bien que vous essayez de vous échapper, de vous sortir de cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'on on assiste un peu à une prise d'otage, comme ça, depuis 20 ans, très tranquillement. Oui, parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand je suis allée chez la psychiatre, je me suis acheté une carte de bus, c'est peut-être bête, mais je me suis sentie libérée, mais je me suis sentie bien, je me suis dit enfin, comme si je sortais de prison. Quand il y a un poids qui part comme ça, en fait, quand on se sent un peu déculpabilisé. Ouais. Vous voyez, mais c'est très dur parce que c'est quand même ma mère, donc. Oui, bien sûr, c'est difficile aussi pour vous de la laisser comme ça du jour au lendemain. Bon, j'ai bien compris aussi que il y a des intérêts financiers qui font que vous ne pouvez pas tout à fait vivre seul parce que vous avez des aides, vous avez des choses comme ça. Oui, bien sûr, on partage donc le loyer actuel, mais bon, après on pourra se débrouiller, bien sûr. Mais ce qui nous gêne le plus, c'est de penser, de voir qu'elle ne comprend pas en fait. Mais elle va pas comprendre. Elle ne va absolument pas comprendre. Je crois que même, il faut être déterminé et ferme parce qu'elle veut pas comprendre. Écoutez, depuis 20 ans, elle vit avec vous. Elle ne voit pas du tout pourquoi ça s'arrêterait. Et puis, elle en a pas envie. Et puis, c'est un peu... Non, pas du tout. Voilà. Donc, ça va être un peu difficile. Je crois que vous devez passer par un tiers, c'est-à-dire par un médecin, éventuellement pour essayer de lui faire entendre votre désir d'indépendance à toutes les deux et lui dire qu'il est temps que finalement, elle vous laisse vivre. 49 ans, 52 ans, il serait temps. C'est incroyable. Non, mais ce que je trouve incroyable, moi, c'est que vous n'ayez pas réagi avant. Oui, justement. Je pense que c'est la culpabilité qui nous a... Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je peux non, pas mais vous là, expliquer. on dirait que j'ai l'impression d'assister au réveil de la Belle au bois dormant. vous éveillez d'un long sommeil. Exactement. C'est drôle, des fois, on réalise des choses. Alors, est-ce que c'est parce que ma sœur me donne des livres à lire? Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que, vous savez, après, on va dire, j'ai digéré tout ça, et peut-être que ça a fait, en sorte que je réalise certaines choses, quoi, en fait. Vous voyez, des fois, c'est Bien comme ça, sûr. je pense. Non, mais une prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que ma maman, j'ai décidé donc de prendre rendez-vous chez le psychiatre avec elle, et comme elle ne voulait pas, mon autre sœur, qui est un peu plus plus diplomate que moi, donc a réussi à lui faire Entendre. qu'il fallait quand même entendre qu'il fallait voir un psychiatre, et elle est d'accord. Donc on va. Si elle est d'accord, voilà. Mais il faut absolument que ce monsieur. Maintenant, elle va sortir de là. Elle va dire que personne ne comprend rien à rien, et qu'elle elle sait, et que vous allez. C'est pas donné, hein. C'est atroce parce qu'on se dit. Ce qui est horrible, c'est que elle fait du chantage affectif, en fait. Oui, mais vous avez les bons mots. En fait, vous avez une vision très claire de la situation. Alors, est-ce qu'on peut en sortir? Je vais vous dire, ce sera très certainement par un conflit. Ça, il faut pas se le cacher. Il va y avoir lutte. Il faut que vous soyez très, très, très déterminés parce qu'elle va pas se laisser faire comme ça. Je vois déjà ce qu'elle a fait, oui. Et alors, bon, à 80 ans, c'est vrai que c'est un peu difficile. Vous devez aussi avoir le cœur gros de la laisser. Oui. Bon, il faudra aller la voir souvent. Il faudra pas l'abandonner. Il faudra s'occuper d'elle. Mais ça va être difficile. C'est ça, parce qu'elle ne comprend pas. Et en même temps, elle a tout fait pour nous, vous voyez? Elle a tout fait pour nous. Ouais. Elle ne comprend pas. Elle dit je comprends pas. Pourquoi vous voulez partir? Je ne comprends pas. On est bien, on s'entend bien. Je dis oui, mais il faut comprendre une chose, les parents.
J'ai dit, ils font des enfants, pas pour eux. Donc, Et puis on sait jamais. il y en a bien qui partent. Voilà, et puis il est temps Je que vous rencontre fassiez quelqu'un. aussi des amis, que Bien vous sûr, on n'a pas preniez en d'amis en main. plus. Voilà, que vous preniez en main, que ça puisse changer un peu tout ça. Tout à fait. Ouais. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait de voir qu'elle va pas comprendre. Mais non, elle ne va pas comprendre parce qu'elle vit comme ça et que pour elle c'est Ah oui, acquis et que c'est normal, quoi. voilà, ça va durer toujours. Ça va durer toujours. Finalement, elle est devenue un peu comme un enfant qui pense Tout à que fait. voilà, il est avec ses parents et que ce sont ses parents qui vont s'occuper de lui. Donc elle s'en remet à vous et elle a beaucoup de mal. Et puis malgré tout, même si vous dites qu'elle ne fait pas son âge et tout ça, elle a Oui. quand même 80 ans. 80 Oui, ans, c'est vrai. c'est pas facile de changer de vie. Il faut se mettre un tout petit peu à sa place. Donc Bon, c'est brutal pour elle. oui, alors c'est pas du tout pour vous culpabiliser, hein, mais juste pour que vous entendiez que ça va être difficile, que vous pouvez être déterminée, mais qu'il faut en même temps être douce. C'est ça. Hein, il faut être douce, il faut pas que ça se fasse avec brutalité, Ben oui, mais c'est il faut ça. être ferme. Il Tout faut à être fait. ferme. Et puis peut-être que c'est cette maison qui est un peu isolée, c'est peut-être pas forcément la bonne maison. Peut-être que vous pouvez trouver d'abord à habiter un peu plus près de chez elle. C'est-à-dire que c'est pas très long. Bon, 45 minutes en voiture. Après, il y a... 45 minutes, quand on a 80 ans, c'est pas rien non plus. Et surtout que je vous rappelle que pour l'instant, ni l'une ni l'autre, vous n'avez votre permis de conduire. Oui, c'est pour ça Accessoirement. que, voilà. Et pour pas le laisser seul, ça aurait été bien que, justement, elle prenne un appartement. Ouais. Donc, Moi, je vous conseille quand même de réfléchir à la situation avec le psychiatre, parce que je résume. D'accord. 45 minutes de voiture de votre maman qui a 80 ans et qui n'a, si je comprends bien, pour ainsi dire, jamais vécu seule. C'est ça. Bon, et vous non plus d'ailleurs. Non, c'est vrai. Ouais. Moi, je dis que ça mérite d'être un tout petit peu plus pensé. Que vous ayez le droit à une vie, Michel, c'est évident. Votre sœur aussi. Que vous décidiez de prendre la situation en main, tant mieux. Mais là, pour le coup, c'est pour ça, hein, je me permets, j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu radical. C'est vrai. On voulait dans la douceur, mais des fois, bon, c'est vrai que c'est un peu dur pour elle aussi. Ouais, parce que imaginez, elle a un petit souci de santé, donc elle ne peut plus conduire. Donc à ce moment-là, chacun, voilà, on est les uns pas du tout avec les autres, et ça va être dur de se retrouver. C'est ça. Ouais. Après, il y a une autre ville qui est beaucoup plus près. Donc on a pensé que prendre le bus, c'est à 20 minutes si vous voulez. Un quart d'heure, 20 minutes. C'est déjà mieux s'il y a des transports. Un quart d'heure, 20 minutes, je pense que là c'est faisable. Donc, mais l'idéal, comme je vous dis, j'insiste, mais c'est vrai que l'idéal c'est ça. Qu'elle prenne un appartement, que je sois donc à 45 minutes, c'est pas grave, mais que ma sœur soit aussi à côté d'elle, quoi, si vous voulez, près d'elle. En attendant, ça serait en douceur, j'accepterais peut-être mieux. Ouais. Écoutez, moi, ce que je pense, je trouve bien qu'elle soit dans un appartement près du travail de votre sœur. En même temps, votre sœur, quand elle y est, c'est parce qu'elle travaille. Donc, elle peut pas et travailler et être avec sa mère. C'est ou l'un ou l'autre. Oui. Bon, même si votre mère sait dans sa tête qu'elle n'est pas très loin, c'est pas ça qui va l'arranger, qui va faire que physiquement elle sera avec elle. Bon. Oui, c'est sûr. Moi, je sais pas. Je pense que vous auriez intérêt à vous prendre dans un premier temps des appartements assez proches les uns des autres, de façon quand même à vous simplifier la vie. Parce que là, ça me paraît quand même, je vous ai dit, radical et puis compliqué à vivre. Hein. La logistique, oui, c'est ça. Oui, elle me paraît pas tout à fait au point là pour le coup, Michel. C'est pas évident. Non, je sais bien que vous y avez réfléchi. Pourtant, mais on a cherché. Oui. On a cherché des maisons plus près, mais on n'a pas trouvé, donc on n'a pas du tout trouvé. Mais peut-être c'est ça qui me convient, qui est un peu plus loin. C'est sûr, mais à ce moment-là, il faut. Et votre mère isolée en pleine campagne, avec vous deux dans une autre maison, je pense que c'est pas la solution non plus. Oui. Mais au final, je vous dis, elle a changé du tout au tout. C'était dans l'état pas possible. Et là, elle a changé. Elle a vu que rien n'a marché. Donc, elle s'est dit non, je vais vous aider à emménager. Bah oui, non, mais c'est parce qu'elle veut pas rester toute seule. Non, je sais. Elle dit, je veux pas vous laisser. Non, c'est pas, je veux pas vous laisser. Je ne veux pas que vous me laissiez. Oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Moi, je pense qu'il est temps que vous voliez de vos propres ailes, toutes les deux. Ce qui vous permettra d'avoir une vie sociale, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout socialisées toutes les trois. Non, c'est ça. Enfin, pourtant, on aime les contacts. Oui. Et on ne sort pas, si vous voulez, on ne sort pas. Donc, mais j'ai bien compris la situation. Malheureusement, alors qu'on adore les contacts. Ouais, vous êtes en autarcie, mais il faut le faire en douceur. Et en douceur, ça veut dire une séparation physique qui ne soit pas trop éloignée.
Je comprends. Et là, pour l'instant, ce que vous envisagez, ça me paraît très hypothétique. 45 minutes, c'est énorme. Oui, je sais bien. On peut pas dire c'est juste à 45 minutes. C'est énorme, ces 45 minutes. Oui. Bon, je vous souhaite bonne chance, en tout cas, Michel, dans votre projet. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles, nous dire quelle solution vous avez fini par trouver. Pour moi, le mieux, ce serait 2 appartements très proches les uns des autres. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour le conseil. Et on verra comment ça va se passer. À bientôt. Au revoir, Michel. Bonne soirée, au revoir. Dominique avec nous tout de suite. Bonsoir, Dominique. Oui, bonsoir, Caroline. Caroline, j'appelle parce que en ce moment, je suis dans la douleur. J'ai perdu mon mari. Oui, c'est pour ça. Il y a 2 mois et demi, voilà. Vous étiez mariée depuis combien de temps? Depuis 30 ans. Oh là là. Oui. Oh là là, ça c'est difficile, c'est dur. C'est très dur ce qui vous arrive. Oui. Ouais. En fait, donc mon mari était gravement malade. Il a été hospitalisé pendant 1 mois et demi. Oui. Et ensuite, je savais qu'il était condamné. Et j'ai voulu faire de mon mieux et j'ai décidé d'une hospitalisation à domicile. Oui, c'était le mieux ça pour lui, de façon à ne pas être séparé de lui. Oui. Et lui de vous d'ailleurs aussi. Et je voulais qu'il soit à la maison, oui. Oui. En fait, donc, je suis agent hospitalier. Oui. Je suis aide-soignante et ça fait 20 ans que je fais ce métier et tout au cours de ma carrière, j'ai toujours estimé que une fin de vie doit se faire quand on le peut, à domicile. Par expérience, je trouve que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Oui. Et donc, je me suis arrêtée de travailler. J'ai pu le faire en étant fonctionnaire. Voilà. Et donc, j'ai eu mon mari pendant 1 mois à la maison. Donc, avec tout ce que ça comporte, hein, tout le matériel, bien entendu, oxygène. Enfin. Voilà. Et vous avez bien besoin d'en parler? Oui, parce que je culpabilise énormément. Pourquoi? Vous n'êtes pas responsable de sa maladie? Oui, mais en fait, j'ai... comment dire donc, pendant 1 mois, j'ai été tout le temps avec lui à la maison. Il y avait une infirmière qui venait le matin, le soir. J'ai participé aux soins. Oui, parce que c'est votre métier aussi. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est marrant. On est dans une situation, on oublie que c'est son métier. Oui. On se retrouve en tant qu'épouse, voilà. Tout à fait, vous avez raison. C'était plus l'aide-soignante qui était avec. Et en fait, pendant ce mois, disons, c'était de la tristesse, de la douleur pour lui, mais en même temps du bonheur aussi. Dominique, pardon de vous couper, on s'interrompt quelques instants, le temps du journal, s'il vous plaît. Restez en ligne. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et nous allons retrouver Dominique d'ici quelques instants. Libre antenne toujours, et toujours bien sûr le 3921. Je vous attends, j'attends vos appels pour me raconter ce que vous vivez, ce que vous traversez. Voilà, on parle de tout ce qui vous intéresse, de tout ce qui vous concerne, de vos rêves, de votre quotidien, des petites trahisons de la vie aussi, parce que on en connaît tous un jour ou l'autre. Je suis à votre écoute et puis on avance comme ça ensemble dans la nuit. 3921, si
Si vous désirez intervenir par SMS, vous faites le 7 39 21 en commençant par le mot nuit et vous pouvez nous adresser vos mails sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Dominique, vous êtes là? Oui, Caroline. Bon, merci d'avoir patienté. Alors, je résume un petit peu pour les auditeurs qui nous prendraient en route. Donc, vous venez de perdre votre mari, c'était il y a 2 mois et demi, autant dire que c'était il y a 5 minutes. Vous êtes toujours, vous êtes sous le choc de ce départ, de cette séparation. Et vous étiez en train de nous raconter comment vous avez tenu à le garder auprès de vous, je crois. Jusqu'à quand avez-vous pu tenir? Il est resté à la maison 1 mois. Oui. Et une hospitalisation à domicile, ça implique de rester tout le temps à la maison. Parce que je voulais que mon mari finisse ses jours dans la dignité. Bien sûr. Dans le confort, chez lui. Qu'il ne souffre pas. Oui. Et donc, je me suis battue pour qu'il n'ait pas, par exemple, de lit médicalisé, qu'il soit dans notre lit à nous, dans notre chambre. Vous trouviez que c'était mieux? Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, je voulais que la chambre que j'avais installée, je fasse le moins hôpital possible. Ça a dû être très difficile à vivre pour vous. Alors, vous avez des enfants, Dominique? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai 2 petits-enfants aussi. Voilà. Ils étaient auprès de vous pendant toute cette période? Oui. Tout à fait. Vous n'étiez pas seule? Non. Vous avez des amis? Oui. Qui étaient près de vous aussi? Non, parce que je n'en avais pas le temps. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Par exemple, la nuit, je dormais pas beaucoup parce que j'avais peur qu'il s'enlève l'oxygène, j'avais peur qu'il se lève et qu'il tombe. Oui. J'avais peur, voilà. Et puis dans la journée, il passe les infirmières, il passe le médecin. Enfin, on est pris dans un engrenage. Il faut aller à la pharmacie régulièrement, chercher toujours des médicaments. Oui, j'imagine que vous étiez occupée. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se replier sur soi. Vos enfants venaient le voir, vous ont aidé? Oui, tout à fait. Quel âge ont-ils? Alors, j'ai mon fils aîné qui a 39 ans. Oui. Et l'autre 37 ans. D'accord. Voilà. Par contre, je culpabilise énormément parce que au bout d'1 mois qu'il était à la maison, un soir, donc il a fait un malaise. Il avait un problème respiratoire. Oui. Le médecin traitant est venu. Et puis, il m'a dit, il faut appeler le SAMU. Voilà. C'est le médecin qui a pris la décision pour vous? Oui. Comment vouliez-vous faire? Vous ne pouvez pas, à vous toute seule, être un hôpital? Oui, mais j'ai culpabilisé parce que donc le SAMU est venu et ça a été très vite. C'est tout un... Vous pouvez pas rester dans la chambre, il s'active auprès du patient, ce qui est normal. Bien sûr. Il faut personne autour d'eux pour qui les perturbe, il faut qu'ils soient au calme. Et donc, le docteur m'a dit il faut l'emmener quand même à l'hôpital pour l'aider à respirer. Oui. Et moi, sur ce, mon fils a appelé mes belles-sœurs. Oui. Et elles sont venues. Et au moment de partir, de suivre l'ambulance, d'aller à l'hôpital, moi, je suis restée figée à la maison. Vous aviez tellement fait déjà, je pense que vous étiez en état de choc, vous deviez être tétanisée. Je ne sais pas expliquer Je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé là, à ce moment-là. Et donc, mes belles-sœurs sont parties avec... ils ont suivi l'ambulance. Et mon mari est décédé à l'hôpital. Et moi, je n'y étais pas. Écoutez, j'imagine dans quel état cela a dû vous mettre. Mais on ne peut pas toujours prévoir les réactions qu'on va avoir.
Vous avez fait tout ce que vous avez pu, le maximum. Vous saviez, en fait, je crois que vous ne pouviez pas arriver à prendre la décision de vous séparer. Ne pas le suivre, c'était d'une certaine manière refuser cette séparation. Je ne sais pas, Caroline. En fait, ils sont partis. Oui. Et moi, je suis restée dans la chambre et j'ai arrangé le matériel. J'ai arrangé la chambre comme, je ne sais pas. Je suis restée dans le... Comment expliquer? Oui, vous n'étiez pas vous-même. Enfin, en tout cas, vous n'étiez plus à l'intérieur de vous. J'étais encore dans le vivant de mon mari. Exactement. Dans l'activité, dans le vivant. Je crois que c'est une séparation à laquelle vous ne pouviez pas vous résoudre. Donc vous ne vouliez pas y assister. Mais j'estime que j'ai raté quelque chose. Je pense. Et peut-être pas. Peut-être que justement, c'était votre façon à vous de garder intacte l'image que vous aviez de votre mari. Alors j'imagine que ça doit être très difficile parce que, au fond, ce que vous vous dites, c'est que vous ne vous êtes pas séparés et que vous n'avez pas pu lui dire au revoir. C'est de cela dont il s'agit. Je pense que... Mais parce que vous ne pouviez pas lui dire au revoir parce que vous ne vouliez pas qu'il parte. C'est ce à quoi vous n'avez pas pu vous résoudre, à le voir partir. C'était trop difficile et c'était trop douloureux pour vous. Donc vous avez préféré, comme vous dites, le garder vivant. Et l'accompagner, ça aurait été accepter qu'il s'en aille. Et vous n'étiez pas prête à ça, à ce moment-là en tout cas. Mais j'imagine que ce dernier moment, vous devez vous demander comment ça s'est passé. On vous a raconté ? Oui. Mes belles-sœurs m'ont... Alors, il est certain que quand il est parti à l'hôpital, il était quand même confus parce que du fait du manque d'oxygène, il était quand même très agité. Et puis surtout, je crois qu'il a dû être très vite inconscient, Dominique. Très très vite inconscient parce qu'on ne laisse pas souffrir quelqu'un. Oui, ça je le sais, oui. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. J'ai l'impression que je ne me suis pas appliquée jusqu'au bout. Mais vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez appelé le SAMU, ça n'était pas votre décision, c'était la décision du médecin. Et il a voulu qu'en fait, qu'à l'hôpital, on puisse l'aider à respirer ou peut-être le plonger dans un état où il ne se rende pas compte, c'est-à-dire un état d'inconscience où il puisse partir sans être présent, sans être là. Mais j'aurais dû être auprès de lui quand même. Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas réussi à vous séparer. Vous auriez dû, vous savez, qu'est-ce qu'on doit ? Qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on ne doit pas. Chacun fait comme il peut. Vous avez fait tout ce que vous pouviez jusqu'au bout. Vous avez été jusqu'au bout de vos forces. Si vous n'avez pas pu le faire, c'est parce que vous n'en étiez pas capable. Et alors ? Je crois qu'il faut que vous vous pardonniez, Dominique. Il faut que vous vous pardonniez une faute que vous n'avez pas commise. Vous n'avez pas commis de faute. Vous l'avez aidé jusqu'au point où vous pouviez l'aider. Après, il est passé dans d'autres mains et je vous le répète, très vite, très certainement, il est peut-être même arrivé inconscient à l'hôpital. Lui ne s'en est pas rendu compte. Oui, lui ne s'en est absolument pas rendu compte. Je le pense aussi, par expérience de ce que je vois à l'hôpital, c'est ce qui se produit. Voilà. Mais il n'était déjà plus là. Il a été là jusqu'au moment où il est parti. Et vous l'avez déjà vu partir, comme vous dites, extrêmement confus. Donc, je comprends, vous n'avez pas assisté à la toute fin. Mais vous étiez là malgré tout jusqu'au bout. C'est-à-dire, tant qu'il a été vivant, vous avez été là. Et c'est ce qui compte. Et puis, pendant un mois, je l'ai quand même vu journellement se dégrader. Oui, voilà. C'est très difficile. Et je pense que je me suis toujours dit qu'on aime les gens quand ils sont vivants. On leur prouve pendant qu'ils sont vivants. On dit aux gens qu'on les aime pendant qu'ils sont vivants. Vous avez tout à fait raison. Mais d'un autre côté, je
j'aurais aimé avoir le courage d'avoir été jusqu'au bout complètement. Ce n'est pas un manque de courage, c'est tout simplement un blocage. C'est pas la même chose. Vous parlez d'un manque de courage parce que vous croyez que vous n'avez pas eu cette force d'aller affronter. Moi, je pense que vous êtes resté bloqué sur je ne veux pas accepter qu'il s'en aille. Vous ne l'avez pas voulu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était un refus de toutes vos forces. Ça n'a rien à voir avec le courage. Monica envoie un message en disant nous sommes des êtres humains dont les forces sont limitées. Ce qui se joue entre deux personnes au moment crucial est un mystère et c'est bien mieux comme ça. C'était déjà très courageux pour vous de l'avoir à domicile. C'était vraiment courageux. Alors, le courageux, ce n'était pas... Je pense pas que c'était moi. Je pense que le mariage... J'entends souvent des auditeurs qui vous appellent. Enfin, je veux dire, le mariage, c'est pour moi, c'est... On dit bien quand on se marie, le pire pour le et meilleur et le pire. Ouais. Et c'est vrai qu'on entend souvent, je ne veux pas juger, hein, parce que chacun... Mais souvent, quand il y a une difficulté, on fuit, on s'en va. Très vite, voilà. Or, le mariage, c'est d'accepter l'autre différemment, quand il est différent, mais accompagner cet être qu'on a choisi, qu'on aime, qu'on a aimé. Vous en savez quelque chose, vous êtes resté avec lui 30 ans. Oui. Voilà. Oui. Et c'est finalement la vie qui vous a séparés, ou plutôt la mort. Je dirais que, écoutez, vous avez refusé ce que vous appelez manque de courage, moi j'appelle ça blocage. À ce moment-là, vous n'avez pas été capable d'accepter cette séparation. Pas d'y aller, mais d'accepter le fait qu'il puisse partir, que vous n'alliez plus le voir. Dans les faits, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose parce que quand il a quitté la maison, je pense qu'il était déjà pratiquement inconscient et qu'il ne s'est rendu compte de rien et qu'ensuite, tout s'est enchaîné. Et là où vous avez raison, c'est que ce qui est important, c'est de s'aimer quand on est vivant, pas quand on est inconscient. Oui, je pense que c'est... Vous savez, ce mois d'hospitalisation à la maison a été, et ça a été impressionnant. Mon mari avait un cancer de l'œsophage. Ouais. Et tous les jours, à chaque repas, en plus il avait perdu la voix, puisque, voilà. Ouais. Mais je lui demandais ce qu'il souhaitait pour déjeuner, par exemple. Il me disait un petit café, voilà, avec une madeleine, vous voyez. Et quand je lui emmenais, il le prenait et puis voilà, il ne pouvait pas l'avaler. Ouais. Et en fait, je l'ai vu se dégrader. Je pense que alors, vous me dites que ce que j'ai fait, c'est courageux, mais la personne la plus courageuse là-dedans, c'était mon mari. Bien sûr. Parce que oui et non. Vous aussi, vous étiez là. Vous n'avez pas failli. Vous n'avez pas failli. Alors Kitty vous dit, vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez été très forte et courageuse. Un autre message de la part de Jeanne qui dit, votre inconscient vous a aidé à le laisser partir. Donc vous voyez, vous êtes en train de vous reprocher une faute vraiment que vous n'avez pas commise, qui n'est pas la vôtre. Tout ce que vous avez pu lui donner tant qu'il était là, vous le lui avez donné. Mon Dieu, vous ne l'avez pas accompagné alors qu'il était dans un état de confusion, d'anoxie, c'est-à-dire ne plus pouvoir respirer, que très vite pour le soulager, on a dû le plonger dans un coma. Donc arrêtez de vous culpabiliser. C'est tellement douloureux. Oh, c'est terrible. C'est tellement... Dominique, vous n'êtes pas responsable de sa maladie. Ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est pas à cause de vous. Oui. Quand mon mari a été hospitalisé, oui. Je vous écoute. Ses sœurs m'ont dit, oui. Comment tu ne t'es pas aperçu avant qu'il était malade? Ah bon? Oui. Alors, c'est qu'elles n'ont rien compris. Elles sont très cruelles.
Et en fait, il n'y avait pas, comme souvent avec des cancers, il n'y a pas de signes avant-coureurs. C'est quand il y a les symptômes, quand les symptômes arrivent, c'est souvent trop tard pour certains cancers. Pour certains, pour parce tous. que oui, tout à fait. Mais celui-là de l'œsophage en particulier. Hein. Ouais. Et alors, il est vrai aussi que parfois, quand on annonce comme ça une maladie grave, la réaction, c'est la colère. Je pense qu'elles ont été en colère. Et la colère amène à dire des choses et à des injustices, voilà, qui sont un peu qui sont démesurées. Voilà, et la colère, et puis on se révolte contre l'injustice, on passe par des phases de révolte, Voilà. On se dit pourquoi et donc ça la première personne à qui on pouvait dire quelque chose de la sorte, c'était moi, son épouse. Voilà. Ouais, mais bon. Mais ça n'a rien, ce n'est pas alors leur mot. Des fois, je me demande aussi, peut-être inconsciemment aussi, quand il est parti sur l'hôpital, mes belles-sœurs sont parties avec lui, et je me demande si quelque part, peut-être, je ne sais pas, je suis incapable de répondre. Peut-être que aussi, je n'ai pas voulu partager ça avec elle, peut-être. C'est-à-dire que votre mari, vous l'aviez eu d'une certaine manière pour vous. Voilà, il était dans votre chambre, c'était vous qui vous en occupiez aussi. Vous avez participé aux soins. Et puis à un certain moment, quand il est parti avec elle, vous avez considéré que il ne vous appartenait plus. Et donc, vous l'avez laissé avec ses sœurs. Vous n'avez pas failli. Mais c'est de la lâcheté quand même. Non, c'est pas de la lâcheté. Non, mais ça n'a rien à voir avec la lâcheté. C'est égoïste quand même, ce genre de comportement. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, ça n'a rien à voir avec de la lâcheté. C'est totalement irrationnel. On ne sait pas, d'un seul coup, les jambes ne portent pas. Si vous voulez, quand c'est trop douloureux, voilà ce qui se passe. Pour ne pas imploser psychiquement, on se met en retrait. Voilà. Et on est incapable d'avancer. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, vous ne l'avez pas quitté une seule minute par la pensée, votre mari. Ah non. Pas une seule minute. Rester dans la chambre où il avait été, c'était rester avec lui parce que pour vous, c'était là qu'était sa place. L'hôpital, vous n'en vouliez pas. C'est pour ça que vous n'avez pas pu y aller. L'hôpital et ce qui allait se passer ensuite, vous ne le vouliez pas. Vous l'avez refusé de toutes vos forces. Vous êtes resté dans la chambre avec lui, là où il était, quand vous étiez ensemble. C'est ce que vous avez fait. Voilà. J'ai été figée ça s'appelle un blocage. Ça ne s'appelle en aucun cas et jamais ni de la lâcheté, ni un manque de courage. Et c'est totalement irrationnel. Voilà. Et on ne peut pas tout et on ne contrôle pas tout, on ne maîtrise pas tout. Et heureusement d'ailleurs. Écoutez Dominique, je voudrais que vous vous pardonniez, c'est important. C'est important aussi que vous en parliez peut-être avec vos fils ou que vous en parliez aussi avec une personne qui sera à même de vous entendre. Pourquoi ne pas aller voir, d'ici, pas tout de suite, mais d'ici quelque temps, un psychologue, pour ne pas rester avec ça, vous toute seule, tous les jours, à vous le repasser en boucle. Alors j'ai de la chance, je travaille dans un hôpital, je vois des psychologues qui viennent voir les patients. Mais j'en ai parlé. Oui. J'en ai parlé. Mais je pense que c'est peut-être... Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Très honnêtement, la même chose que vous. Bon. Oui. Mais voilà. Mais je pense que c'est encore très frais pour me le pardonner. Je pense que c'est quelque chose de récent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait 5 minutes. Alors je reçois un message de la part de Françoise qui dit « Peut-être que vous sentiez que votre époux avait besoin de partir seul et qu'il le désirait pour que la situation soit moins éprouvante pour vous. » Ça, c'est de la part de Françoise. Et puis un autre qui vous dit « Ne vous torturez pas, vous avez fait votre devoir et tout ce que vous pouviez jusqu'au bout. Vous avez été admirable dans votre rôle. » Et puis encore... Mais c'est mon mari qui a été un patient admirable. Mais vous ne voyez... Il ne s'est jamais plaint. Et vous n'avez pas vu ce que vous avez fait. Et puis un autre qui dit, Dominique, votre mari, vous l'avez eu avec vous et chez vous jusqu'au bout de la part de Pépita. Donc vous voyez,
J'ai envie de vous dire, Dominique, tous nos auditeurs vont exactement dans le même sens que moi. Et dans le même sens de ce que vous avez déjà pu entendre. Donc, vous avez raison, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour vous, peut-être pour l'accepter, peut-être pour l'intégrer. Oui. Votre mari est parti, vous vous reprochez tout un tas de choses. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire en plus? Qu'est-ce que je n'ai pas assez fait? Oui. Écoutez, moi, je vous dis juste une chose. Il a été malade et vous n'avez rien à voir avec ça. C'est pas de votre faute s'il est tombé malade. C'est pas de votre faute si cette maladie est cruelle. Vos belles-sœurs, vous avez raison. Elles ont déversé un trop plein de chagrin. Quand on est trop pleine de chagrin, on dit des mots bêtes et injustes. Voilà, ça a été le cas. C'est sous le coup de la douleur. Surtout, ne les entendez pas pour vous. Parce que vous êtes une femme merveilleuse et formidable. Et que 30 ans d'amour... Oui, c'était magnifique. Voilà, 30 ans d'amour, ça vaut le coup. Caroline, je voudrais dire quelque chose d'un petit peu positif et remercier les auditeurs de leur gentillesse qui témoignent à l'antenne. Je voudrais vous raconter quelque chose de très court pour laisser d'autres personnes s'exprimer. Voilà. Oui. En fait, quand mon mari était hospitalisé, il avait son portable. Et donc, il faut savoir qu'il n'avait plus de voix pratiquement. C'était très difficile à comprendre. Et quand j'étais à la maison, il me téléphonait. Oui. Et pratiquement toutes les demi-heures, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que je comprenais ce qu'il me disait. Vous aviez votre langage à vous. Et quand mon mari est décédé, j'ai reçu la facture de téléphone, Caroline, et quand j'ai vu le montant, je me suis dit, mon Dieu, ils se sont trompés. J'ai appelé le centre téléphonique, pour pas donner de nom, et la dame m'a gentiment dit, mais madame, il n'y a pas d'erreur. Mais elle m'a dit, je voulais vous dire que tous les appels de votre mari, c'est toujours le même numéro qui figure sur la liste. C'est le même numéro que votre téléphone avec lequel vous m'appelez. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il m'a appelé tout le temps. Vous étiez le centre de sa vie. Dominique, gardez l'image de lui vivant auprès de vous, et peut-être qu'il y a des images que vous avez évité d'avoir, et c'est tant mieux. Écoutez, vraiment, je vous trouve magnifique, je vous trouve digne, et moi je vous trouve courageuse. Laissez passer un peu de temps, il en faut. Et puis, je pense que ça va être long, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, peut-être entourez-vous. Ne restez pas toute seule avec ça. D'accord ? Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Voilà, bonne soirée à vous et à vos auditeurs aussi. Merci Dominique de votre témoignage et merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus Fields of Gold, Sting sur Europe 1. Europe 1. Caroline Veil. Michel, vous êtes avec nous. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Alors, vous allez bien ? Oui, je vais bien, je vous remercie. Et vous ? Écoutez, oui, ça va. Je voulais vous converser avec vous. Mais c'est une bonne idée. Voilà, moi je voulais parler de ce qui m'est arrivé. Donc, je suis non-voyante depuis peu. Depuis peu. Oui, j'ai donc, pour se présenter sommairement, j'ai 56 ans. Oui. J'ai été malvoyant à 50 ans. Oui. Et en cécité depuis 2 ans, c'est-à-dire à 54 ans, on va schématiser, on m'a coupé la lumière. Bon. Oh là. Ouais, alors, comment faire quand on laisse un métier, plein de passion, qu'on se retrouve avec une ordonnance et à la maison. En gros, c'est ça, des gouttes dans les yeux, parce que moi, c'est un glaucome. Et il s'avère que c'est un combat, tous les jours, là. Comme vous dites. Alors, numéro 1, c'est l'autonomie. Oui. Parce que je vous cache pas, la première sortie avec la canne blanche, ça fait drôle. Parce qu'on fait 20 mètres, on sort à la maison, on dit, je suis pas dans le...
Oui, ça doit être voilà. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Oui, c'est terrible, terrible. Bon, alors on se met au boulot et petit à petit, il faut demander des aides. Il y a des instructeurs en locomotion, certes, mais pas de partout en France. Oui. Il faut le savoir. En gros, si on ne vit pas dans les grandes villes, on est très très mal desservi. Oui. Comment vous faites? Vous voyez, je suis en Saône. Comment vous avez fait, vous? Tout seul. Tout seul? Oui, tout seul. Bravo. Internet, oui. un synthèse vocale. Bon, j'ai la chance de maîtriser un peu dans mon ex-métier, j'étais dans l'imprimerie. Oui. Donc, je me suis tout de suite installé une synthèse vocale. Il y en a 2, 3 qu'on peut installer rapidement, mais une qui est facile parce qu'elle est gratuite, ça s'appelle MVDA. Oui. On peut en parler parce qu'elle est gratuite. Et elle va très bien. Donc tout de suite, on a une synthèse vocale et après, on va chercher des aides techniques pour balayage, tous les petites aides. Mais bon, après, il faut analyser les carrefours. Et puis, il faut mémoriser tous ces parcours. C'est ça le plus dur. Oui, ça doit demander une attention très soutenue. Voilà, c'est ça. Une concentration. Exactement, c'est tout à fait ça. Dès qu'on perd, on rencontre quelqu'un, on discute 2 minutes, on se retourne, on ne sait plus où on est. Bien sûr, vous êtes totalement désorienté. Voilà. Alors, ça fait 2 ans que vous êtes dans cette situation. Oui. Comment êtes-vous au bout de 2 ans? Alors, je suis bourré d'optimisme. Et... Ah c'est bien ça. Oui, moi j'ai la joie de vivre qui me visite tous les jours, moi. Oui. Elle frappe, puis je vous la porte. Racontez-moi comment. Oui. À quoi ressemble votre journée? Mes journées, alors je vous cache pas que je fais rire un peu tout le monde dans la ville où je vis, c'est que je fais le marché tout seul, par exemple. Oui. Les gens sont sidérés, parce que souvent, le marché, c'est compliqué, il y a du monde. On gêne tout le monde, on cogne tout le monde, mais voilà, moi j'y vais. Bon, c'est ma force, c'est parce que si j'écoute les gens, il faut attendre une aide, il faut attendre ceci, moi j'attends pas, j'y vais, voilà. Donc je fais mes courses. Oui. J'ai repéré tous mes petits maraîchers, parce que moi, le numéro 1 de la ville, c'est manger que des bons produits, je persiste et signe. Oui, mais ça fait partie de l'optimisme, ça. Voilà, ça fait partie de l'optimisme. Bon, voilà, donc ça passe par là, les courses. Après, à la maison, j'ai la chance je me suis fait une salle de sport, donc j'ai un tapis de jogging, j'ai un bike, j'ai un super vélo, un entraînement, voilà. Ouais. Bon, j'ai pas de... Vous vous entretenez? Alors, j'ai pris beaucoup de poids depuis 2 ans, mais comme j'ai une force inouïe, c'est que moi, je suis ancien du judo. Ah. Et dès que je suis tombé de non-voyant, j'ai passé la ceinture noire à 16 ans, je lui ai dit, moi, le kimono, je vais la remettre dans la tête, tout de suite. Oui, bravo. Ah oui, il faut se lancer, autrement. Alors, je vous dis pas qu'il y a des jours, il y a des jours où c'est des petits coups de cafard. J'imagine qu'il y a des jours où ça doit être un peu juste. Surtout que je vis seul, voilà, c'est surtout que il y a 2 ans et demi, je me suis séparé d'une compagne un peu compliquée. Donc, résultat, je vis seul, c'est ça qui me peine, quoi. En plus, malheureusement, je vous vois plus, vous, les femmes. Ah. Et ça me manque. Le visage, votre élégance, voilà, je reconnais, je vais à la piscine, je souffre de ça, Écoutez, moi, j'aime le regard des femmes. Ouais, vous avez des mots vraiment touchants, Michel. Vous êtes bouleversant de sincérité. Oui, je sais pas. Je vous le dis, moi, je vous écoute et ça me touche. Alors après, là où on pêche un peu, c'est que moi, j'aimais courir. Avant, je faisais beaucoup de sport. Je faisais énormément de vélo le week-end, dans mon travail. J'avais un bureau à Paris pendant 7 ans. Je faisais du commerce dans l'impression. Et j'aimais courir dans les bois. Ça, je peux plus. Non, c'est sûr. La nature me manque. Alors, c'est là où on est en quête de bénévoles. Oui. Parce que je suis... Alors, on est toujours affilié à des clubs qui se dient en e-sport. Mais finalement, c'est que sur le papier. Parce que je peux vous dire, c'est le parcours du combattant. Pour trouver quelqu'un de régulier... C'est vraiment dur, franchement. Bon, c'est peut-être parce que je vis dans une petite ville de province où si je vais à Toulouse ou à Lyon ou à Marseille, Paris, on n'en parlera même pas, on serait servi. Voilà. Nous, on pêche, quoi. Dans les petites villes de province, on pêche vraiment, quoi. C'est sûr, il y a un défaut d'organisation. Il y a un gros défaut. Oui. On va Alors passer. après, le nouveau combat, c'est l'école de chien guide. Oui. Parce que j'ai qu'une ambition, c'est d'en avoir un. Vous m'en aviez parlé, je crois, cet été.
Voilà, je vous en avais parlé. Alors là, je suis face à un nouveau dilemme. C'est qu'il m'annonce 2 ans. Oui. Alors, comme je suis un petit peu boulimique dans tout, je suis un peu impatient. Faut être très fort en locomotion, c'est-à-dire tout là, se déplacer qu'une canne tout seul pour avoir l'obtention d'un chien. Oui, je crois. Mais vous m'aviez raconté, vous deviez passer une sorte d'examen, quelque chose comme ça. Hein non, ça a été fait, ça a été apte. Et maintenant, on m'annonce 1 an et demi. Ça fait 2 ans que je suis inscrit. Bon, bah voilà, j'ai su pourquoi. J'ai tout de suite appelé Paris, la Fédé, tout ça. J'ai eu la chance, c'est que là où je vis, le directeur de la Fédé de Paris est de la même ville, donc on s'est même connus, on est de la même génération. Et lui, il m'a expliqué pourquoi. C'est que maintenant, ils desservent aussi bien les malvoyants que les non-voyants. Alors, je suis tout à fait conscient qu'un malvoyant a le droit à un chien guide aussi, s'il est en très basse vision. Bien sûr. Mais vous êtes non-voyant. Mais voilà, le problème, c'est que vous ne voyez rien du tout. Vous avez dit moi, tout à l'heure, vous êtes dans le noir, oui. C'est ça. C'est pas le vrai noir, hein. C'est un blanc gris foncé. D'accord. C'est vrai, on pense que c'est noir, mais c'est pas noir. Mais bon, c'est quasi noir, hein. Voilà. On voit plus la lumière, à vrai dire, voilà. Donc voilà, donc je suis en train de me tâter, c'est pour ça que je veux avoir votre conseil. C'est que malgré que j'ai une vie quand même assez équilibrée, on va dire, j'envisage de me rapprocher d'une grande ville. Bon. Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. C'est ce que j'allais vous dire, parce que tout à l'heure, je vous écoutais. Alors, je me suis posé la question, et puis j'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche, et je vais vous dire pourquoi. Parce que parce que vous avez dit que déjà, il fallait s'habituer, et que pour pouvoir se déplacer, il fallait beaucoup de concentration, et je me demandais si vous étiez à même de... parce que ça demande énormément d'efforts, hein, j'imagine, pour connaître le parcours, comme vous dites, pour pouvoir se déplacer sans se mettre en danger. Et je n'ai pas osé vous poser la question, et si vous déménagiez et que vous alliez dans une grande ville, parce que pour moi, ça entraînerait un nouvel apprentissage. Mais si vous vous en sentez capable, pourquoi pas ? Pour l'instant, j'ai des opportunités. Je vous cache pas de... Alors allez-y. Il y a une belle rencontre qui est en train de se dresser dans ma vie, mais... c'est formidable, ça. Oui, mais... Et vous n'en parliez pas tout de suite. Non. Mais bon, voilà, je suis toujours un petit peu... Il faut faire le grand pas, hein. Mais allez-y. Allez-y, Michel. Oui. Oui, bien sûr. Regardez là, vous êtes en train de faire une belle rencontre. Pensez à la vie que vous avez en ce moment, pensez à celle que vous aimeriez avoir, et arrêtez de réfléchir, allez-y. Bon, j'arrête de réfléchir, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, comme vous avez toujours fait, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant. Donc, soyez exactement ce que vous êtes, allez-y, partez. Oui, c'est peut-être une grande chance, peut-être. Oui, en tout cas, il ne s'agit pas de passer à côté. C'est-à-dire que là, j'ai l'intention, j'ai surtout la conscience que je tourne en rond. Oui. J'arrive à m'occuper, hein, je suis très actif, mais bon, au bout d'un moment, ça prend. Et puis, moi, j'ai envie que vous restiez toujours si optimiste, et puis avec des mots d'une sincérité, je vous dis, qui vont droit au cœur. Donc, c'est gentil. Mais oui. Et donc, si vous venez de faire une belle rencontre, c'est parce que quelqu'un d'autre a entendu ces mots-là aussi. Et j'ai envie que vous y alliez. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai envie que vous y alliez. De toute façon, c'est parti pour. Hein. Et ben voilà, donc finalement, vous êtes en train de nous annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Vous nous rappelez dans quelques temps pour nous dire ce qu'il en est ? Voilà, c'est très gentil. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Merci, Caroline. À bientôt. Et bon courage. Et bravo, Michel. Bravo. Merci. Au revoir. Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Merci d'appeler. Je crois que vous vouliez témoigner suite à l'intervention de Dominique. Oui, je suis très bouleversée parce que le 1er juillet dernier, ma mère, que j'adorais, s'est éteinte dans mes bras. Oui. Et je la surveillais comme on surveille le lait sur le feu depuis 2009. Elle s'était miraculeusement rétablie d'un très grave accident cardiaque. Elle avait eu beaucoup de misère de santé. Elle vivait chez moi.
Et c'était vraiment ma meilleure amie. C'est, en termes de bonté, de générosité, d'intelligence du cœur, de sens artistique, on était en grande affinité depuis toujours. Oui. Et bêtement, à la fin du mois d'avril, elle est tombée dans mon bureau et elle s'est fait une fracture du col du fémur, à la suite de quoi on l'a donc opérée. Elle était un peu essoufflée, on a craint une embolie pulmonaire et en fait, on a découvert un horrible cancer qui avait envahi les 2 poumons. Et oui, et le ciel m'est tombé sur la tête au début du mois de juin, quand on a découvert cette horreur. Et donc, comme Dominique, je lui ai organisé une hospitalisation à domicile avec tous les inconforts et toute l'angoisse et tout le chagrin que ça pouvait représenter. Mais il faut bien que Dominique comprenne que la mort est quand même quand on s'y attend, un des événements les plus saisissants et les plus tristes du monde. Bien sûr. Et il faut qu'elle cesse de se faire des reproches. Franchement, moi-même, je m'en suis fait. Et c'est un peu dans l'ordre des choses quand quelqu'un de proche décède. Pourquoi vous êtes fait des reproches, Raphaël? Qu'est-ce que vous êtes reproché? De ne pas avoir vu arriver ce malheur. Enfin, vous n'êtes pas Dieu? Je sais bien, mais je surveillais tellement. On allait chez le neurologue, on allait faire des bilans permanents. Le cardiologue ordonnait des bilans mensuels du sang qui étaient tout à fait remarquables et de très bons résultats qui étaient parfaits et très encourageants. Et on a été frappé par surprise par cette horrible maladie qui est tellement sournoise et tellement cruelle. Et ça nous est tombé dessus comme la foudre, si vous voulez. Bien sûr, mais comment auriez-vous pu le prévoir ou le savoir? Dominique le disait très bien, il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs. Et c'est ce que j'ai deviné, enfin c'est ce que j'ai compris et découvert plutôt. Ça travaille sournoisement, à bas bruit, et puis le jour où ça devient symptomatique, c'est le couperet qui tombe. Et il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien à faire contre cette saloperie. Et on m'a dit que les remèdes étaient encore pires que le mal dans l'état d'affaiblissement où elle était. Ça, c'est fréquent, ça arrive, oui. Et voilà. Écoutez, je pense que vous vous êtes bien séparés. Elle est morte, dites-vous, dans vos bras. Oui. Et elle a eu un épisode de détresse respiratoire comme le mari de Dominique. Voilà. Et elle me disait, le dernier après-midi, elle m'a dit « Va-t'en, ne t'inflige pas ça, etc. » Vous voyez, moi je lui disais « Je ne vais pas te laisser tomber maintenant. » Effectivement, on l'a plongée dans le coma avec de la morphine et des médicaments qui atténuent l'angoisse et la suffocation. Voilà. Et de l'oxygène en apport extérieur. Enfin, ce que je voulais dire, surtout, je suis très très ému en reparlant, et plus que jamais, parce que depuis qu'elle est morte, je n'ai pas versé une seule larme, alors que c'était un chagrin que je redoutais depuis des années. Et je voulais dire à Dominique qu'elle doit se souvenir du film La liste de Schindler, de Spielberg. Si elle ne l'a pas vu, c'est l'histoire de cet industriel allemand qui avait pris fait et cause pour les Juifs massacrés et qui en avait sauvé le plus possible. Tout à fait. Et il y a un moment dans le film où le Schindler en question dit à son secrétaire « Mais j'aurais pu en sauver encore 10 si j'avais vendu ma voiture, j'aurais pu en sauver encore 4 si j'avais vendu ma montre, j'aurais pu en sauver un en laissant ma chevalière ou je ne sais quoi. » Et son secrétaire lui dit « Oscar, laissez tomber, vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Vous ne pouviez pas faire mieux et vous ne pouviez pas faire plus. » Oui, tout à fait. Et il y a un moment de la vie où on est frappé par la fatalité, où on est démuni. Et ça ne sert finalement plus à rien de se faire des reproches quand on a en conscience essayé de faire le mieux possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Raphaël. Et j'espère que Dominique vous écoute en ce moment parce que vos mots vous la touché. Vous vous êtes trouvé pratiquement dans la même situation qu'elle, j'ai envie de dire, à 15 jours près. Oui, c'est ça. Oui, ma mère, ces dernières années, me disait, j'étais très anxieuse, je surveillais tout, etc. Elle me disait, mais arrête de me regarder avec cet air pathétique. Il va bien falloir que je meure un jour, et puis je vais bien. Ne me présente pas comme ça ma mort tous les jours. Depuis que j'ai eu ces misères de santé, tu me parles pratiquement tous les jours de tous ces drames. Il faut laisser un peu ça de côté, et puis et profite de moi tant que je suis vivante, et vois-moi comme une vivante. Voilà. Exactement. Oui. Ouais. Écoutez, moi, ce que j'entends en tout cas, c'est que vous êtes à même de fournir un renseignement précieux, c'est-à-dire que votre maman a été plongée dans le coma de façon à ce qu'elle ne souffre pas. Donc très vite, elle a été inconsciente. Exactement. Très vite. Oui, on est arrivé.
le jeudi matin, vers 4-5 heures, ça n'allait pas du tout. Les nodules avaient gagné les voies respiratoires de manière très outrancière. Et donc, on appelle SAMU comme Dominique, qui m'ont immédiatement envoyé les pompiers. J'ai dû appeler les pompiers 10 fois depuis ces dernières années. Et là, c'était vraiment la fin. Et on l'a emmené donc aux urgences de Cochin. Et on l'a renvoyé à Saint-Joseph. Donc, nous sommes retournés à Saint-Joseph dans l'après-midi du jeudi. Et donc, c'est là qu'elle m'a dit, va-t'en, etc. Ne reste pas avec moi. Et le jeudi soir, donc, on lui a donné des médicaments qui l'ont plongé dans une espèce d'inconscience, d'un état subcomateux et même probablement comateux. Et quand je l'ai quitté le soir, il était dans un état de très très profond sommeil, et le lendemain aussi. Et donc, je lui ai passé des musiques qu'elle aimait, de la flûte enchantée, etc. Enfin, de tout ce que. Voilà, ce que mais elle était inconsciente. Hein. Elle n'était déjà plus là. Non, je ne crois pas. Elle n'était plus là. Je crois que non. Et puis elle avait une respiration très très haletante, et puis ça s'est arrêté vers 19h30. Voilà, mais elle n'était, pour assurer Dominique, effectivement, elle ne souffrait pas. Ils m'ont juré qu'elle ne souffrait pas. Bon, écoutez, vous vous en êtes remis à aux professionnels, et je pense que vous avez bien fait, parce qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tout puissant, on ne peut pas tout. Il y a un moment où, hélas, la maladie est plus forte que tout, et on n'a pas ce pouvoir. Oui, c'est un thème que vous développez souvent, du reste, la culpabilité, qui servirait de... Qui laisserait penser qu'on est tout puissant, effectivement. Oui. Vous le développez souvent, ce thème, quand c'est vous qui êtes à l'antenne, je crois. Oui, parce que je pense que c'est important de comprendre qu'on ne peut pas tout, qu'à un moment donné, on est limité. On aimerait pouvoir, on aimerait avoir ces super pouvoirs, on aimerait croire qu'on est comme ça doté, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et hélas, ce sont toujours les événements dramatiques qui viennent nous le rappeler. Et quelquefois, on est sidéré aussi. C'est vraiment le phénomène de sidération. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé dans le cas de Dominique. J'en ai bien l'impression également. Elle a été sidérée, elle a été dans un état où ça a abouti à une forme de blocage, mais je crois très sincèrement, et je le lui ai dit, que c'est parce que elle voulait garder son mari vivant et que l'accompagner à l'hôpital, c'était le voir mort et qu'elle ne pouvait pas s'y résoudre. Voilà. Il y a des événements qui sont quand même trop cruels, et la mort en fait partie. Hein. Et pourtant, on s'y attend, on se sait mortel. Mais moi, souvent, quand je passe dans les rues, je me dis, voilà, le monde continue paisiblement de tourner comme si rien ne s'était passé. Mais pour ma mère, c'était la fin du monde. Ouais. Voilà. Et puis pour vous, ça a été douloureux. Écoutez, Raphaël, je vous remercie vraiment de ce témoignage qui doit faire du bien à Dominique. Nous sommes obligés de nous quitter parce que notre émission s'achève. Mais on se retrouve demain à la même heure. Merci pour votre aimable accueil et bonne soirée.